Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté. Martineau. Alors, tu veux parler des jeunes de Stop Oil qui s'en sont pris à une toile à Londres. On sait là, qu'ils ont jeté, là, dans certaines... les militants écolos jetaient de la peinture sur certaines toiles, heureusement protégées derrière une vitre. Mais là, ils sont allés à une étape supérieure. On les a vus en train de cogner sur la toile à coups de marteau. Ouais, exactement. Donc, c'est une forme d'étapisme dans le délire. Donc, ils ont d'abord garoché, on s'en souvient, de la soupe aux tomates sur les œuvres. On pourrait dire poliment, c'est biscornu. C'est un peu étrange, c'est saugrenu. Bon. Ensuite, deuxième étape, on s'en souvient, ils se collaient la tête sur ça. Donc, il faut voir, il faut s'imaginer le jeune woke, ce que t'as appelé avant les autres le petit lapin, hein, avec son regard un peu égaré, incertain qu'il est, avec des cheveux roses ou mauves, puis dépenaillé, puis manifestement il a pas l'air heureux de vivre, il est plus proche du zombie que de l'être humain normal. Puis là il se colle la tête là-dessus, puis il se met à hurler stop oil, stop oil, stop oil. Et puis quand on cherche à lui arracher la tête, au sens formel du terme, c'est-à-dire de la peinture pour le ramener parmi le commun des mortels, il hurle en se traînant dans le musée comme un ver de terre. Mais là, une étape supplémentaire a été franchie naturellement, et tu le disais, les nouveaux militants de la chose sont arrivés, et là, ils décident de casser la vitre de protection avec des marteaux, des pics, et ainsi de suite. Bon, qu'est-ce qu'on voit à travers ça? On pourrait se contenter de dire, c'est une forme de militantisme fanatisé, mais on n'irait pas assez loin. Je pense vraiment qu'on est devant ces gens, devant une forme d'effondrement psychique et d'effondrement mental. On est devant des gens qui sont fous. Fous, j'entends au sens suivant. Ils ont coupé le contact avec la réalité. Ils ne sont plus parmi nous. Ils ne vivent plus dans notre monde. Ils sont globalement décérébrés. Hein? Ils vivent exclusivement dans l'univers parallèle de l'existence virtuelle et leur seul contact avec le monde extérieur, c'est l'éco-anxiété revendiquée qu'ils prennent pour une forme de conscience planétaire supérieure. Ils sont aussi déculturés. Hein? Ils sont les héritiers d'une civilisation qui, depuis 50, 60 ans, ne fait que se maudire. Donc, qui s'est accusé de racisme, de sexisme, de transphobie. Puis aujourd'hui, qui s'accuse d'être écocidaire. Hein? Notre civilisation aurait fait tant de mal à la planète que la seule chose qu'elle peut lui offrir, c'est disparaître. Et dans leur esprit, eux, ils nous disent, la planète s'effondre, donc la beauté créée par le genre humain ne veut rien dire dans une planète devenue inhabitable, une planète qui brûle. Mais ces gens-là, ce ne sont pas des écologistes qui ont le souci de la planète. Ce sont des gens qui sont pris dans un délire hallucinatoire, qui sont pris dans une hallucination politique grave et qui... Le monde leur fait tellement peur, hein. Ils sortent de leur univers virtuel, ils se sentent offensés partout, ils sortent de leur univers virtuel, ils sont complètement désorientés, ils ne savent pas dans quel monde ils habitent, et ce qui leur reste ensuite, c'est de vouloir s'auto-détruire et de détruire le monde avec eux. Donc on doit vraiment les voir, je pense, comme des individus troubles. Nous ne sommes pas devant un problème politique, au sens classique du terme, nous sommes devant une forme d'effondrement de la rationalité qui relève de la santé mentale à certains égards. Mais tu sais que les gens vont peut-être dire que tu vas trop loin, mais Nora Bussigny, que tu connais fort bien, qui a écrit le livre Les nouveaux inquisiteurs, enquête d'une infiltrée en terre woke. Elle a infiltré des groupes woke. Et elle le dit, Mathieu, elle le dit, Nora Bussigny, il y a beaucoup de gens qu'elle a fréquentés dans ces milieux-là qui avaient des problèmes de santé mentale. Elle dit c'est des gens qui ont des problèmes psychologiques profonds. Et avant, ces gens-là rentraient dans des sectes religieuses et tout ça. Mais là, ils rentrent dans des mouvements comme ça parce que dans leur tête, ça va pas. Mais c'est la chose qu'il faut oser dire. Puis là, j'entends l'argument, oui, il ne faut pas stigmatiser. Mais évidemment qu'il ne faut pas stigmatiser, c'est pas la question, mais les mots ont une portée. Les mots ont une signification plus large. Les mots, quand on dit un problème, ce sont des gens qui sont des malades mentaux, c'est comme des gens qui sont pris dans une hallucination, qui sont coupés du réel. Je pense que c'est la définition. Il y a une formule de bien. Chesterton, on dit, on doit toujours se tourner vers Chesterton, dit le fou n'est pas celui qui a perdu la raison, mais qui a tout perdu sauf la raison. Et ça, c'est intéressant. Parce que qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est les gens qui sont enfermés dans une idée qui tourne sur elle-même et puis qui ne voient plus le monde extérieur. La contradiction leur est impossible parce qu'ils sont enfermés dans une vérité révélée, absolue. Et moi, ce qui me frappe, c'est que dans notre époque qui se veut en rupture avec les religions, notre ami Perkins, qui est à ton micro, est en guerre perpétuelle contre les religions, mais peut-être devrait-il détourner ses canons du catholicisme ou, je pense, du luthérianisme, si ça y fait peur,
pour se tourner vers ces nouveaux mouvements religieux. Des mouvements religieux qui font écho, en fait, à ce qu'on a appelé au 20e siècle les religions politiques. Donc, c'était quoi les religions politiques? C'était ce qu'une formule de Raymond Aron et de Éric Voegelin. Alors, qu'est-ce qu'on disait? Ça voulait dire, on a cru autrefois que le paradis était dans l'autre monde. Mais là, ce qu'on a dit avec la modernité, c'est qu'on va faire le paradis en ce monde. Hein? La société parfaite est possible. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est-à-dire que si j'ai la solution de la société parfaite, ben vous êtes un ennemi de l'humanité. Et si vous êtes un ennemi de l'humanité, au mieux, je vous fais taire, je vous censure, au pire, je vous déchois civiquement de votre existence civique, et au pire, ben je vous censure et je vous tue. Et ça, c'est l'histoire du 20e siècle. Le 21e est un peu différent. Mais là, je pense qu'on doit traiter ces cas-là vraiment comme des cas de perte de contact avec la réalité, et ils auraient besoin, parce que moi, j'en entends plusieurs personnes dire, mais il faut les comprendre, il faut être tendre. Non! Ils ont besoin, je crois, de rencontrer un mur, le mur de l'autorité qui va leur dire, un instant, devenez adulte. Parce que pour l'instant, c'est une adolescence perpétuelle sous le signe de l'éco-anxiété fière d'elle-même. C'est le messianisme. Hein? Il y a des gens qui disaient, des staliniens qui savaient comment transformer la Terre en paradis. Ils ont une mission sur Terre. Les Pol Pot étaient comme ça. David Koresh était comme ça. Les sectes religieuses, etc. C'est l'idée, là, j'ai une mission. Je suis sur Terre pour remplir une mission. Et je vais la remplir quoi qu'il arrive, quoi que je fasse. Mais tu sais, moi, je suis, à la différence de certains, moi, je suis assez ouvert, en général, aux religions en général. C'est-à-dire, moi, je considère que c'est une quête légitime, la quête de la transcendance, le mystère des origines, le drame absolu de la mort. Et l'homme a cherché, qu'est-ce que c'est la religion? C'est une spiritualité ancrée dans une culture, engagée dans la durée. Et moi, je suis pas du tout anti-religieux, loin de là. Mais je veux pas mélanger les choses. La fonction de la religion n'est pas de s'accomplir sur cette terre. Et lorsque la politique devient religieuse, et lorsque la religion devient politique, c'est là qu'on accouche véritablement, non pas du paradis sur terre, mais de l'enfer sur terre. Et en ces matières-là, moi, je trouve tout à fait légitime de prier, je trouve tout à fait légitime de méditer sur des textes sacrés, je trouve tout à fait légitime de les interpréter, mais je ne trouve pas légitime de voir des gens se transformer en figure, en messianique, je reprends ta formule, qui se disent, mais j'ai tellement raison que si je suis le bien, ben vous êtes le mal. Et si j'ai une révélation absolue, tout m'est permis. Si, comme le disent les jeunes éco-anxieux revendiqués aux cheveux mauves, si le monde va brûler si on ne m'écoute pas, ben tout m'est permis pour empêcher le monde de brûler. Et moi, c'est cette espèce de point de contact entre religion et politique qui demeure un des grands malheurs de l'esprit humain. Et je reviens dans le livre de Nora Bussigny. Elle disait dans le groupe woke qu'elle avait infiltré. Il y avait une fille qui avait de l'embonpoint, faisait de l'embonpoint, était grosse et tout le monde l'aimait parce que, bon, elle était victime de grossophobie. Puis bon, elle était une victime. Puis on sait que dans ces milieux-là, on aime les victimes. Et soudainement, cette fille-là a annoncé qu'elle voulait perdre du poids pour des raisons de santé. Et là, les gens étaient déçus, puis ils l'ont comme rejetée. Elle était persona non grata, mais c'est de la folie furieuse. On y revient. Non, il faut à un moment donné, il faut cesser, alors, je vais être méchant, mais il faut cesser d'être respectueux envers ce qui n'est pas respectable. On est devant des délires idéologiques, on est devant des délires politiques, on est devant un effondrement de la rationalité, on est devant un effondrement psychique, en fait. Et je pense que nous sommes en droit, mais même en devoir de le dire. Je veux dire, une fille qui est trop grosse et qui perd du poids, c'est pas une mauvaise nouvelle pour la lutte contre la grossophobie, c'est une bonne nouvelle pour sa santé. Et à rigueur, c'est une bonne nouvelle pour les politiques de santé publique. Mais on est tellement dans cette société de l'inversion de la norme et de la sacralisation de la différence et de la victime quelle qu'elle soit, qu'on nomme phobie quelquefois toute remarque objective sur la... Tu sais que si on rappelle, ben il y a des hommes et des femmes, puis d'accord, il y a des cas exceptionnels, il y a de la dysphorie de genre, mais normalement il y a des hommes et des femmes, vous êtes transphobe. Non, c'est pas de la phobie, à un moment donné, c'est l'anatomie de la biologie. Mais de la même manière, c'est pas de la grossophobie que de constater que quand on est plus gros, on s'essouffle plus facilement, et puis on risque d'avoir des problèmes de santé. C'est des choses élémentaires, mais encore une fois, si le réel n'est plus invité, on en paie le prix. Et écoute, en terminant, moi, je me méfie toujours des gens qui ne parlent, qui sont rien sur leur cause. Toi, tu as une cause qui est très importante pour toi, c'est l'indépendance du Québec. Mais tu sais, je te connais, on se fréquente, on va manger ensemble. Des fois, on peut passer une soirée sans parler, puis on parle de films de Chuck Norris ou de n'importe quoi, de livres qu'on lit, puis on rigole, puis on boit, puis tout ça. Mais tu sais, les gens qui sont sur leur cause, puis tout le temps, la veine bleue dans le front, là, tu sais, puis la veine ici, ben sortie dans le cou, là. Oh, ça fait
c'est l'esprit de sérieux. Moi, j'ai toujours deux références là-dessus. Hein, Shaftesbury disait, c'est un philosophe il y a quelques siècles, qui disait « L'humour fait toujours peur aux révolutionnaires. » Parce que qu'est-ce que c'est l'humour? C'est la mise à distance du dogme et de l'esprit de sérieux. Et ensuite, je te l'ai déjà cité, mais c'est une des répliques que je trouve les plus drôles, en fait, étrangement, c'est dans Le Nom de la Rose, quand il y a l'échange entre le vénérable Yorguet et Sean Connery, qui joue le frère Guillaume, je ne me trompe pas, puis là, il parle de l'importance du rire présent dans la comédie d'Aristote, et là, à un moment donné, il y a je crois que c'est Sean Connery qui dit, mais le rire est le propre à l'homme, c'est le propre de l'être humain, et là, le vénérable York dit, le Christ n'a jamais ri, hein? Le rire déforme le visage de l'homme et le transforme tel le singe. Bon, moi, je m'excuse, mais moi, quand je vois des progressistes incandescents et militants, j'entends toujours le vénérable York. Comment osez-vous rire devant la tragédie du monde? Et moi, c'est quand même ce que m'inspire ces gens qui sont franchement tristes et avec qui on n'a pas envie de manger une andouillette ou une entrecôte. Exactement. Et la meilleure façon, des fois, de les combattre, c'est de rire d'eux, de les ridiculiser. Merci beaucoup. Merci, Mathieu. À demain.